2h du matin dans le quartier des boîtes de nuit branchées de Berlin. Aujourd'hui, la capitale allemande attire les jeunes Européens comme un aimant, notamment les étudiants. Arthur, 21 ans, et Gauthier, 23 ans, terminent leur semestre de fac à Berlin. Attends, faut qu'on finisse nos bières. La toile elle est presque remplie, mec. Ah, moi aussi. Allez, c'est pas pour rien qu'on t'appelle l'éponge. Depuis 5 mois, ces étudiants français vivent ici dans le cadre du programme d'échange universitaire Erasmus. Ce soir, pour faire la fête, ils ont choisi une discothèque très originale, la plus branchée de Berlin. On va au Kit Kat Club. C'est un club fétiche sur de la musique électronique, avec des dress codes fétiche, leather, cuir, Tout est permis. trash vampire et j'en passe. Et en fait, ouais, la particularité, c'est que les actes sexuels sont tolérés sur la piste de danse. C'est assez intriguant quand même. Tu vas essayer? Avec Arthur peut-être. Arthur et Gauthier jouent les frimeurs, mais devant l'entrée du club, ils sont un peu perdus. Les étudiants vont trouver un guide improvisé avec ce jeune Anglais qui semble être un habitué du Kit Kat Club. C'est vraiment l'endroit phare de Berlin. This is the highlight. This is typical Berlin, right? Non, c'est pas vraiment typique. Mais si vous êtes à Berlin, c'est l'endroit où il faut aller. Oh, yeah? Why? Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit comme ça. Okay. We will figure it out. Vous allez voir. Bonsoir, vous êtes combien? On est 3. Yeah. Devant la porte, première surprise. Ils n'ont pas la bonne tenue vestimentaire. Je vous préviens, si vous voulez rentrer, il faut vous changer. Contrairement à une boîte de nuit classique, on ne leur refuse pas l'entrée. Il n'y aura qu'une seule règle, très surprenante. Allez, déshabillez-vous! En fait, il faut qu'on enlève le jean. Là, c'était pas prévu en fait. Et moi j'ai un slip Superman. Se déshabiller ne sera pas la seule surprise de la soirée. Au vestiaire, Gauthier et Arthur commencent à découvrir la clientèle du Kit Kat Club, excentrique et libérée. Non mais là, c'est dingue. Vous comprenez mieux pourquoi c'est l'endroit où il faut être, hein? C'est-à-dire que la carte bleue, on la met dans le froc, quoi. Le Kit Kat Club est l'une des discothèques les plus courues et la plus déjantée de la capitale. Les DJ, à la pointe de la tendance, y mixent pour des habitués, tous plus extravagants les uns que les autres. En tenue provocante, sadomaso ultra sexy, voire totalement nus. Après tout un semestre ici, Gauthier et Arthur ne pensaient pas être encore surpris. Ils n'en croient pas leurs yeux. J'ai l'impression d'être au milieu de banquiers, d'avocats, qui la semaine travaillent, sont en costume, et là le week-end, ils se déshabillent pour aller en boîte. C'est presque un spectacle. Un spectacle auquel beaucoup de touristes viennent participer. Comme ces deux jeunes Australiennes qui semblent conquises par leurs vacances à Berlin. On adore Berlin! C'est tellement différent, on peut se balader nu, boire, fumer de l'herbe. D'où on vient, il n'y a absolument rien qui ressemble à ça. C'est une culture différente, tellement ouverte. C'est dingue. Regarde. Gauthier et Arthur ont repéré les deux jeunes filles. Ils tentent une approche. Are you gay? Non, meilleurs amis. Et à Berlin, les Français ont beaucoup de succès. Les Français? On les adore. On les adore vraiment. Allez, viens par ici, toi. Ils sont trop géniaux. Les Français sont vraiment sexy. Beaucoup plus que les Allemands. Ils ont de la conversation, ils sont plus intéressants. Au Kit Kat Club, la drague peut aller encore plus loin. Derrière la piste de danse, des pièces beaucoup plus sombres où notre caméra est interdite et où les jeunes Français osent à peine s'aventurer. On est monté sur une petite mezzanine là-bas, faut dire. Ouais, c'est une mezzanine. Et là, il y avait une fille qui était en train de faire l'amour avec Un inconnu. certes un inconnu, avec un deuxième inconnu. Donc en gros, c'est presque une équation. Et plus 7 inconnus autour qui regardent. 7 inconnus qui regardent. Là, on va dire ça à nos potes demain. Ils vont même pas en croire leurs yeux. Ah, moi, tu sais que c'est de mon dernier week-end. Hein. Et
Ça fait plaisir d'être là. Ça m'aurait embêté vraiment de pas voir ça. Ça m'aurait vraiment fait chier. À l'origine de ce club, devenu une institution de la nuit berlinoise, Simon Thor, 51 ans. Cet ancien producteur de films pornographiques a créé ce lieu hors du commun en 1994. J'ai eu l'idée du Kit Kat Club, car je suis moi-même assez exhibitionniste. Le principe, c'est que les gens peuvent jouir d'une grande liberté ici. C'est un endroit ouvert et qui n'est régi par aucune morale. Un esprit de tolérance et d'extrême liberté. C'est aussi la philosophie de la capitale allemande. Le club est d'ailleurs soutenu par la mairie qui s'est opposée à sa fermeture. Elle considère qu'il véhicule l'image cosmopolite et libérale de Berlin. 7 h du matin. C'était excité, hein, tout ça. La soirée est loin d'être terminée pour Gauthier et Arthur. Direction une autre discothèque. C'est aussi pour cela qu'ils ont choisi Berlin. On peut y faire la fête à toute heure et sans aucune limite. Allô. Des clubs parmi les plus réputés et le meilleur de la musique électronique. Berlin est la capitale branchée en Europe. C'est aussi la 3e ville la plus visitée après Paris et Londres. 9 millions de touristes l'année dernière. Berlin attire les jeunes et ils sont de plus en plus nombreux à venir y étudier. Comme Modelia, 20 ans, qui vient d'arriver. Plutôt timide, elle va découvrir une ville excentrique à 1000 lieues de son quotidien en France. Pour mes parents, l'Allemagne, c'était le côté rassurant parce que c'était strict et tout ça. Mais en fait, heureusement que je leur dis pas comment ça se passe réellement à la fac. Mais la capitale de la fête est devenue un supermarché de la drogue. Cocaïne, héroïne, amphétamine. Les dealers sont présents dans la majorité des boîtes de nuit, avec parfois la complicité des propriétaires. Les gérants de clubs à Berlin savent en général qui deal ou pas. Ils tolèrent le fait que les dealers vendent de la drogue et que les gens restent plus longtemps dans le club. Certains viennent faire la fête, d'autres y ont monté un business. Arnaud, 35 ans, est l'un des 30 000 Français vivant à Berlin. Chaque mois, dans son agence immobilière, des dizaines d'investisseurs français viennent profiter de prix 4 fois plus bas qu'à Paris. Berlin est la capitale la moins chère d'Europe. Et là, on a une belle terrasse qui sera refaite. Mais si certains profitent de cet engouement immobilier, d'autres en payent le prix fort. La ville, réunifiée il y a 20 ans, est en train de changer radicalement de visage. Des promoteurs rachètent des quartiers entiers de l'ex-Berlin-Est. Ils détruisent peu à peu les squats, emblèmes de la culture alternative, pour les transformer en logements de luxe. Bruno et Nicolas sont 2 artistes menacés d'expulsion. Ils se battent pour conserver un toit. Comme eux, des milliers de Berlinois entraînés par une extrême gauche très puissante luttent contre ce qu'ils considèrent comme l'embourgeoisement de leur ville. Leurs affrontements avec les forces de l'ordre dégénèrent régulièrement en émeutes. Depuis le début de l'année, 380 voitures ont été incendiées, plus de 2 par jour. Entre businessmen et altermondialistes, le face-à-face est souvent tendu. Immersion dans une métropole survoltée. Après 8 heures de route, le périple s'achève pour une famille venue de Nancy, en Lorraine. Modelia et ses parents arrivent enfin à Berlin. Cette jeune étudiante en école de commerce vient passer 4 mois ici. Comme Erasmus s'est présenté à Berlin, j'ai dit oui tout de suite. Il n'y avait pas eu d'hésitation pour ça. Modelia est tombée sous le charme de la capitale allemande il y a 3 ans, lors d'un voyage scolaire. Aujourd'hui, ses parents sont un peu inquiets de laisser leur grande fille de 20 ans vivre seule à Berlin. Est-ce que c'est pas une ville où il y a beaucoup de tentations, comme Barcelone? Je le vois pas comme ça, moi je le vois vraiment pour découvrir à fond, mais en même temps Erasmus, c'est aussi ça, normalement c'est les 4 meilleurs mois de notre vie, donc j'espère pas trop. Vous avez peur? Ouais, un petit peu quand même. Quand on laisse sa fille partir un petit peu loin, on a toujours une petite angoisse. Est-ce que vous vous droguez? Est-ce que vous aimez la bière? Je me drogue pas et j'aime pas du tout la bière, ce qui est un peu aussi un très gros désavantage.
est-ce que tout le monde boit de la bière en Allemagne et je vais me sentir seule, je pense, parfois. Bon, ouf, je respire. Ouf. Pour l'instant, la première préoccupation de Modelia est de trouver un toit. Comme un jeune sur 3 à Berlin, elle veut tester la colocation. Elle arrive quelques jours seulement avant le début des cours, mais elle compte bien trouver rapidement un appartement. Quel numéro? 46C. Pour sa première visite, direction le quartier branché de Friedrichshain. Pour être acceptée dans une colocation, il ne suffit pas de dénicher une chambre disponible. Modelia va surtout devoir convaincre les autres habitants de l'appartement. Elle se prépare à passer le test. Donc j'ai bien regardé l'annonce, il y a donc une jeune fille et 3 garçons. Ça va être un petit jury, hein. Je me dis j'y vais, s'il n'y a pas de feeling qui passe ou n'importe quoi, ça arrive. Donc voilà, on verra bien. C'est la grande découverte, puisque c'est la première fois que je fais ça. Donc ça peut être très intéressant, je pense. Modelia. C'est dans la cuisine. Ok. Modelia n'est pas la seule à visiter ce 4 pièces de 90 mètres carrés. Car l'annonce est particulièrement alléchante. 170 € par mois, 3 à 4 fois moins cher qu'à Paris. Tom, l'un des locataires, va choisir l'heureux élu. Comment ça se passe le casting? Comment vous on discute. On discute et ça a juste commencé. On pourrait louer 50 chambres, sans problème. Non, franchement, j'ai eu 120 emails dans 2 jours. Berlin s'est demandé. Vous avez des critères de sélection? Être sympathique. C'est vraiment ça. C'est être sympathique et ouvert. Fumeur, pas fumeur, tout dépend ça aussi. On est fumeur et si on veut fumer, on peut fumer. Et si, fumer de l'herbe. Aussi, ouais. Je sais pas si on peut dire ça. Le ton est donné et Modelia remarque vite les odeurs de cannabis. Hi. Elle tente tout de même de s'intégrer à la conversation. Je vous préviens, on a une seule salle de bain. Hein. Et ici, c'est moi le roi, donc premier aux toilettes. D'un caractère un peu timide, l'étudiante est vite mal à l'aise. L'ambiance, tout ça, c'est pas moi du tout. Donc, je trouve que c'est un peu trop underground et tout ça. Donc, c'est pas moi, il me faut un truc un peu plus cadré. Elle décide d'arrêter la visite. Je crois que je vais y aller parce que c'est vraiment pas moi du tout. On n'a pas les mêmes trips ou des choses comme ça. Je suis quand même plus calme ou ouais, je sais pas. Donc, puis oui, voilà, je fume pas de joint non plus, donc oui, voilà. Donc ça sent un peu beaucoup à mon goût, donc enfin, je viens quand même pour étudier, donc ouais, je pense que je vais y aller là. Modelia est déçue. Trouver un logement à Berlin ne sera pas aussi facile qu'elle l'espérait. C'était très spécial et il n'y en a pas vraiment qui étudient. Et ils nous ont demandé si on était fumeurs parce qu'il y en a un qui a sorti un joint. C'était vraiment trop brouillon, vraiment. Non, pas moi du tout. Modelia va continuer les visites. Elle veut trouver un appartement avant le départ de ses parents, dans 6 jours. Un peu plus loin, à Mitte, dans l'ancien Berlin-Est. Le centre-ville touristique, avec ses musées, la porte de Brandebourg et le Reichstag. Nous retrouvons Gauthier. L'étudiant parisien, lui, est bien installé. Il est 17h et il vient de se réveiller. Bienvenue. Alors, bienvenue chez moi. Alors, je vais vous présenter mon appart et tous mes colocs. Lui aussi a choisi la colocation. Il a testé une dizaine de logements avant de trouver une place dans cet appartement de 200 mètres carrés. Donc là, c'est Cathy, ma coloc qui vient de l'État de New York. Hey, Katie. Ouais, elle se prépare pour ce soir. Ala, sa copine Saskia. Bon, là, ensuite, on a la salle de bain. Donc, comme on est assez nombreux à habiter dans l'appart, on est entre 5 et 8. Donc on essaie de s'organiser un peu comme on peut. Il n'y a qu'une seule salle de bain en fait? Ouais, qu'une seule salle de bain. Ouais. Mais ça va, on se marche pas trop les uns sur les autres. Joel!
qui vient de Suède. Suède? Yeah, say hi. Voilà, c'est la cuisine, souvent on dîne ensemble. Là, c'est propre. Ouais. Thanks. Ouais, là c'est propre, c'est vivable. Il y a pas mal de bouteilles d'alcool, là. Ouais, ça c'est des soirées. Le premier jour où je suis arrivé, alors, il y avait des bouteilles donc, du mur là. Jusque là, c'était rempli de bouteilles. Et il y avait aussi des bouteilles, mais depuis au moins 1 an, alors, qui allaient de là, jusque là. T'avais au moins 50 bouteilles. Des bouteilles de quoi? Vin, champagne, vodka, whisky, tout ce qui se recycle pas. Quoi. Cela fait 3 mois que Gauthier vit ici. Comme les autres étudiants, il a rapidement adopté le rythme berlinois. Les cours semblent facultatifs. Facetas. C'est de la vodka avec du jus de pomme. C'est le week-end qui commence. Hein. Quelle heure il est là? Il est 6h, 18h. Enfin, je dis c'est le week-end qui commence, on est vendredi, mais le week-end commence bien plus tôt. Let's go. Tu as pris tes clés? Yeah, I do have my keys. Et ce soir, le week-end démarre par un barbecue entre jeunes Erasmus. Bon, c'est n'importe quoi, là. Il nous faut de l'aide. Il nous faut des adultes. Comme Gauthier, chaque année, 23 000 étudiants étrangers choisissent Berlin. Sur ce campus universitaire, ils se retrouvent régulièrement pour partager leurs impressions sur la ville. En général, ils sont ravis de leur séjour ici. Mais une chose les a tous surpris et souvent choqués. C'est l'accès extrêmement facile à la drogue. Dès qu'on parle avec quelqu'un en boîte, forcément, le sujet, au bout d'1 minute de conversation, va venir sur est-ce que tu as de la drogue ou est-ce que tu veux de la drogue. Enfin, forcément, dès que tu rencontres quelqu'un d'inconnu, un inconnu va forcément parler de ça très très librement, beaucoup plus qu'à Paris. C'est plus accessible en tout cas, on le remarque plus dans les boîtes, dans les soirées. On repère tout de suite les personnes qui peuvent en vendre, ils viennent nous parler de façon très libre, ils nous abordent, ils nous proposent. C'est vrai que tout le monde peut consommer n'importe quoi, n'importe où, c'est fou. De la drogue accessible n'importe où, mais le plus souvent les consommateurs se fournissent dans les discothèques. Car Berlin est en train de devenir la capitale mondiale de la fête, avec près de 250 boîtes de nuit. Dans la majorité d'entre elles, les caméras sont interdites. Impossible de filmer le trafic. C'est en caméra cachée que nous infiltrons un club réputé. Très vite, nous rencontrons ce jeune Berlinois, consommateur régulier d'amphétamines. Si tu veux du MDMA, tu peux en trouver facilement. À Berlin, il y a de la drogue partout, c'est incroyable. Tout le monde prend de la drogue. Et par moment, la police doit contrôler. Elle sait ce qui se passe à l'intérieur. Par moment, le gouvernement se réveille. Nous avons voulu filmer le travail de la police berlinoise. Mais toutes nos demandes de tournage ont été refusées. À Berlin, la drogue génère un énorme business. Les trafiquants viennent de toute l'Europe pour écouler leurs marchandises. Dans les toilettes d'une discothèque, nous rencontrons même un dealer français, Damien, 27 ans. T'as quoi à vendre? Ça va du MDMA, de la coke, à la kétamine. Ça va de 10 € à 60 €. Combien se fait un dealer en soirée? Ça va de 500 à 1000 € la soirée. Damien a vous vendre régulièrement des amphétamines, de la cocaïne et même de la kétamine. Un anesthésique très puissant et extrêmement dangereux. Pour trafic de stupéfiants, Damien risque 5 ans de prison. Pourtant, il semble ne pas s'en inquiéter car selon lui, les gérants des clubs tolèrent la présence des dealers. On parle de musique électronique. Donc, les patrons savent très bien que rester debout et danser 10 heures d'affilée sans rien prendre, c'est humainement pas possible. Les gérants de clubs à Berlin savent en général qui deal ou pas. Je pense qu'ils tolèrent le fait que
les dealers vendent de la drogue et que les gens restent plus longtemps dans le club et que automatiquement ils boivent un peu plus et que voilà, ça fonctionne comme ça, En clair, selon ce dealer, certains patrons de boîtes de nuit fermeraient les yeux sur ce trafic. Aucun des gérants que nous avons rencontrés n'a accepté de répondre à nos questions sur le sujet. Mais à Berlin, certaines discothèques restent ouvertes pendant 120 heures d'affilée. Et au lever du jour, sur la terrasse de ce club en bordure de la Spree, les fêtards sont toujours aussi nombreux. Quand je prends mon vélo pour aller à l'école le matin, je viens sur ce pont. Et quand j'arrive ici, je vois des gens bourrés, complètement défoncés. Ils font la fête jusqu'à 9h du matin. Le lundi matin? Lundi, mardi, mercredi, tous les matins. À Berlin, la drogue est tellement répandue qu'on la trouve aussi dans des lieux beaucoup plus surprenants. À l'ouest de la ville, un parc très prisé des familles. Des jeunes qui pique-niquent, des poussettes, et à quelques mètres seulement, à la vue de tous, une dizaine de dealers. Bonjour. J'ai un ami qui m'a dit que je pouvais trouver de l'herbe ici. Oui. Vous avez de l'herbe? Oui, t'en veux combien? 10 €, c'est possible? Va voir celui-là. Ok, danke. Hello. Bonjour. Vous avez de l'herbe? Pour 10 €. Et de la cocaïne, vous savez où je peux en trouver? 1 gramme, c'est 100 €. Tu peux prendre mon numéro et quand tu veux, tu m'appelles. En moins de 3 minutes, nous aurions pu nous procurer du cannabis ou même de la cocaïne dans ce parc pourtant très familial. Certains Français viennent à Berlin faire la fête, d'autres y ont monté un business. Direction Kreuzberg, à l'ouest de la ville. L'ancien quartier turc devenu branché, avec une population multiculturelle et des appartements très atypiques. Dans cette ancienne brasserie fraîchement rénovée, Arnaud Schott, 35 ans, a rendez-vous avec un promoteur immobilier. Il vient repérer des logements de standing pour sa clientèle française. La visite commence par l'extérieur. C'était un grand jardin, un grand parc dans lequel beaucoup de personnes venaient et buvaient tellement de bière qu'ils ont construit une fabrique de bière sur l'emplacement même. Maintenant, ce sont des appartements de luxe et des lofts. Restaurer d'anciennes usines et les réhabiliter en logement, c'est la grande tendance à Berlin. Sympa ici, hein. Waouh. Ah oui. Grande pièce, hein. Un salon gigantesque, hein. Si Arnaud Schott s'est installé dans la capitale allemande, c'est en raison du prix de la pierre, ultra compétitif. Démonstration avec ce loft de caractère. On parle de 780 mètres carrés pour 2 100 000 €. Impressionnant. Hein, c'est pas mal quand même, hein. On n'est même pas à 3 000 € le mètre carré. Pour un endroit historique où a vécu le maître de la brasserie, de loft de type fabrique, avec une belle terrasse dans un parc en plein centre-ville. C'est plus que raisonnable, 780 mètres carrés à Paris dans un hôtel particulier. Je pense que ça approche les 10-15 millions d'euros. C'est mignon, hein, une petite chambre comme ça, une petite alcôve. 4 étages de prestige pour un prix 5 fois inférieur à celui de Paris. Même l'agent immobilier est bluffé. Vous pensez un jour à le vendre, ça? Le vendre, pourquoi pas? L'idéal, ce serait de pouvoir l'acheter moi-même. Depuis la chute du mur en 1989, la ville prend des allures d'immenses chantiers. Des quartiers entiers sont toujours en rénovation. On y trouve des appartements de standing à des prix défiant toute concurrence. 2 000 € le mètre carré en moyenne, contre 7 000 à Paris. Berlin est la métropole la moins chère d'Europe. L'aventure berlinoise d'Arnaud a commencé à l'été 2008.
Il s'associe à David, son meilleur ami, et Pierre-Jean, son cousin. Les 3 garçons voulaient monter une affaire ensemble quand ils ont eu l'idée de l'immobilier à Berlin. Le succès est rapide, car ils sont les seuls à s'adresser spécifiquement à la clientèle française. En 2 ans, leur agence a triplé son chiffre d'affaires. Ils ont vendu pour plus de 45 millions d'euros de biens. Il y a 2 types d'acheteurs. Il y a d'une part les investisseurs et d'autre part ceux qui veulent se faire plaisir et qui achètent pour avoir un pied-à-terre ou voire y habiter. Parce que pour un 3 pièces, ici, ce sera l'équivalent d'un studio à Paris. Donc, et ça permet d'habiter dans une capitale où la qualité de vie est agréable et de plus en plus recherchée par tous les Européens. Une qualité de vie élevée, Arnaud en a été le premier convaincu. Si ses 2 associés vivent à Paris, lui a choisi d'habiter Berlin à plein temps. Le soir même, il nous présente Franziska, sa compagne allemande. Le couple s'est rencontré il y a 3 ans, en boîte de nuit. Tous les soirs, ils profitent des avantages de la vie berlinoise. Voici la très célèbre Wiener Schnitzel, l'escalope panée, avec ces pommes de terre sautées qu'on appelle Bratkartoffeln et qui est très réputé en Allemagne. Donc ce sont des pommes de terre sautées, c'est très très bon. Avant Berlin, Arnaud avait toujours vécu en région parisienne. Ici, il bénéficie d'un pouvoir d'achat bien plus élevé. On va souvent au restaurant parce que c'est pas cher. C'est pas cher. C'est-à-dire que si on prend un pichet de vin et un plat chacun, on va en avoir pour 14-15 € maximum, ce qui est à Paris inimaginable. Et le vin est relativement correct. Une bière comme ça, c'est l'équivalent d'une pinte, ça coûte 3,20 € par exemple. À Paris, l'équivalent, c'est vite 8-10 €. Donc on peut se permettre d'aller au restaurant quand on en a envie. Et c'est ça l'avantage aussi de Berlin, c'est qu'on en a pour son argent et on mange pour pas cher, on vit pour pas cher. Et l'argent est moins un problème qu'à Paris. J'avoue que j'ai l'impression d'avoir trouvé la ville dans laquelle j'ai envie de vivre et de continuer à vivre. Une qualité de vie que le couple apprécie d'autant plus qu'ils attendent un enfant pour le début d'année prochaine. Mais pour l'instant, l'agent immobilier se prépare à une journée importante. Dans quelques heures, Arnaud accueille un client venu spécialement de France pour investir 250 000 €. Modélia, l'étudiante française, cherche toujours un logement pour son semestre d'études. En attendant, elle veut faire découvrir Berlin à ses parents qui l'accompagnent pendant quelques jours. Direction l'emblème de la ville, le mur. Un rempart long de 155 km et haut de près de 4 mètres qui divisait Berlin jusqu'au 9 novembre 1989. Cette nuit-là, des milliers de jeunes Berlinois brisent ce que l'on appelait le mur de la honte. Érigé en 1961, il symbolisait le rideau de fer qui divisait le monde en 2 blocs. À l'est, les États communistes, à l'ouest, les pays capitalistes. Beaucoup ont perdu la vie en tentant de franchir le mur pour fuir le système totalitaire de l'URSS. Une partie de la famille de Modélia est allemande. Alors aujourd'hui, la visite est chargée d'émotions. Ça, c'est le mur, là, ou quoi? Sûrement, papa. J'en sais rien, je suis jamais venu à Berlin, moi. C'est impressionnant. On veut dire qu'une même famille s'est trouvée d'un côté, et puis les membres de la même famille de l'autre. Tout ça par la décision. Ça vous touche? Le père de Modélia est bouleversé. Des souvenirs douloureux lui reviennent. Pendant la guerre froide, toute une partie de sa famille vivait à Berlin-Est, de l'autre côté du mur. Ils ont été séparés pendant 28 ans. Ça me retourne. Je sais pas, ça peut paraître ridicule, mais bon. Je sais pas. Vous vous mettez à leur place? Je peux pas. Je peux pas. Des gens qui ont vécu ça, c'est... Je pense que pour moi, c'est un rappel
finalement toute la douleur, la souffrance que des générations ont portée. Et je comprends que Didier, qui est extrêmement sensible, le marque aussi par des larmes. À la chute du mur, les parents de Modelia avaient 30 ans. L'étudiante, elle, est née 2 ans plus tard. Les vestiges du mur avaient déjà été repeints par 118 artistes du monde entier. Tu l'as déjà vu la photo là ou pas? C'est dans le bouquin d'histoire. La génération de Modelia a appris l'histoire du mur et de la guerre froide dans les manuels scolaires. Pour nous, c'est quelque chose qui quasiment n'a jamais existé, mais quand on est né, il était déjà tombé, donc on n'a pas la même approche du tout que mes parents l'ont vu par exemple à la télé ou n'importe quoi. Pour les parents de Modelia, il est l'heure de rentrer à Nancy. Ils ne reverront leur fille unique que dans quelques mois. Bon, allez Modelia, je te fais un gros bisou, je te dis que je t'aime, plein. T'es mon bébé, à moi, pour toujours. Oui, maman. Et tu sais que s'il y a quoi que ce soit, tu nous appelles, on est toujours là, on accourt. Je t'aime ma chérie. Allez, à bientôt. Allez, ciao ma fille. T'as bien écouté ta mère? Oui. Bon, j'ai plus rien à te dire alors. Tu sais que tu reviens quand tu veux à la maison? Oui, heureusement quand même. Hein? Allez, ciao, à bientôt. Ça y est, ça démarre toute seule, donc ça va vraiment commencer, je vais dire, parce que je vais pouvoir découvrir tout à fond et puis rencontrer plein de gens, je pense, grâce à ma fac et tout. Donc oui, c'est vrai, Erasmus, c'est parti, ça y est. Modelia doit encore trouver un logement. Mais elle se prépare surtout à la soirée Erasmus du lendemain. Ce sera sa toute première fête berlinoise. Si Berlin est devenu une ville à la mode qui attire les étudiants, c'est aussi l'un des berceaux de la culture alternative en Europe. Un mouvement libertaire qui rejette la société de consommation. Son emblème ? Les squats. La majorité d'entre eux se trouvent à Friedrichshain, à l'est, un ancien quartier alternatif, aujourd'hui très prisé des trentenaires. À la chute du mur, 150 immeubles d'habitation sont désertés et investis par les squatteurs. Mais avec la flambée des prix et la rénovation progressive de la ville, il ne reste plus que quelques lieux comme celui-ci. On les appelle les House Project. Nicolas, originaire de Toulouse, vit dans celui-ci depuis 2 ans. Je sais pas si on la voit bien. Oui, ça ressemblait à ça, quoi. Ça, c'était la maison il y a à peu près 15 ans de ça, la façade de la maison, quoi. Le problème, c'est que, en rénovant, ils enlèvent tout l'esprit qu'il y avait au quartier à l'époque de la chute du mur. C'est quand même quelque chose qui est important ici, ça fait le caractère de la ville, je veux dire. Nicolas s'est installé à Berlin pour se lancer comme DJ. Quand il est arrivé, il n'avait aucun revenu et a trouvé ici un refuge. Il ne paye que 250 € par mois, nourriture comprise. Une vraie vie en communauté, entre étudiants et artistes. La vingtaine d'habitants n'est pas dans l'illégalité. Ils ont signé des contrats avec la mairie pour occuper l'immeuble, comme une sorte de logement social. Mais il y a 5 ans, la maison a été rachetée et depuis, le nouveau propriétaire cherche à les expulser. Demain, le rez-de-chaussée, leur QG, va être évacué. Là, on est à un checkpoint, c'est une sorte de bar associatif qu'on avait fait. Là, on avait monté un bar. C'était un joli petit bar. Maintenant, il est tout saccagé. Ciao, mon cher Charny, mon cher checkpoint. Tu vas nous manquer. On y a fait plein de fêtes, on a regardé des films. On parlait de tout, surtout de politique pendant des heures. En fait, on avait très peu d'argent, mais on s'amusait beaucoup. Ah, il y a la police. Quoi ça? La police. Les forces de l'ordre patrouillent, car dans quelques heures, elles vont investir les lieux. Les policiers savent que les habitants ne sont pas prêts à se laisser faire. Le lendemain, 9h du matin. Une cinquantaine d'hommes en tenue anti-émeute encerclent le House Project de Nicolas.
Des voisins solidaires se sont joints aux résidents pour protester contre l'évacuation. Ils forment un barrage devant la maison. La police de Berlin vous demande de quitter les lieux. Les maisons à ceux qui les habitent. 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 La police brise la chaîne humaine et embarque les opposants les plus virulents. Honte à vous! Honte à vous! Honte à vous! À l'écart de l'émeute, Nicolas est resté calme, mais il est révolté. J'arriverai à comprendre si c'était des gens qui squattent un endroit sans rien payer, qui n'en ont rien à foutre, qui cassent tout à côté, qui ne travaillent pas. Mais la majeure partie des gens qui sont dans ces maisons, elles travaillent. Pas tous. Il y en a qui ont des problèmes, tu vois, c'est la vie. Tu vois, moi, à un moment donné, j'avais pas de boulot pendant 1 an, j'étais bien content qu'on m'aide. Après 4 heures d'agitation, le rez-de-chaussée est évacué et définitivement fermé. Nicolas conserve son logement, mais il sait que cela risque de ne pas durer. Si ce lieu il ferme, soit je retrouve un autre lieu dans le même style, soit je vois pas. Parce que, je veux dire, ouais, ça va être compliqué, quoi. Non, j'ai pas assez de revenus pour payer une caution ailleurs, non, je sais pas. Je sais pas ce qui... Soit j'ai pas d'autre choix que ça, en fait, je crois. Je suis pas le seul, hein. Il y en a plein qui n'ont pas d'autre choix. Le squat de Nicolas est loin d'être le seul menacé. Les investisseurs sont aussi prêts à détruire des lieux devenus des symboles de Berlin. Dans le quartier touristique de Mitte, à quelques rues du Checkpoint Charlie, le célèbre point de passage entre l'Est et l'Ouest, une grande bâtisse appelée le Tareles. Un ancien grand magasin construit il y a plus d'1 siècle et laissé à l'abandon à la chute du mur. Il est alors investi par les artistes qui le transforment en galerie géante. Dans les ateliers, une 30aine de nationalités est représentée. Il n'y a qu'un seul Français. Bruno Di Martino, 44 ans, peintre et sculpteur né en Seine-Saint-Denis. Un artiste reconnu, certaines œuvres ont été exposées au Grand Palais à Paris. Et voilà, comment ça? Il s'est installé à Berlin il y a 16 ans pour rejoindre sa compagne, allemande. Voilà, alors là, on appelle ça chez les latinos. Il n'y a que des latinos de tout, de Colombien, de Mexique, de tous les pays. Ils fabriquent des bijoux, ils fabriquent des robots avec des matériels de récupération électronique. Cela fait 3 ans que Bruno est entré au Tareles. Pour lui, c'est devenu bien plus qu'un lieu de travail. C'est une famille aussi, le Tareles? Ah oui. Ouais, c'est une famille, ouais. On s'aide beaucoup, on se donne des idées, on a besoin de matériel, on va là-bas, on demande, hey, t'as pas un câble? Je trouve que ça, c'est vraiment un côté très très chaud. Ça fait chaud au cœur. Ce squat à l'apparence bohème est très réputé sur la scène artistique. Certaines de ses expositions sont très cotées. Pour un artiste, entrer au Tareles, visité par 400 000 personnes chaque année, est une consécration. Et là, on va rentrer dans mon atelier. Voilà. Alors pour décrocher une place dans cet atelier, le Français a dû passer une sélection plutôt rude. L'examen de toutes ses œuvres par un jury d'artistes et 3 mois d'attente. Ça s'appelle le monolithe de l'évolution. Il y a des ananas, il y a des pieuvres, il y a des pistolets. Grâce au Tareles, Bruno s'est fait connaître et depuis il enchaîne les récompenses artistiques, comme le prix du Carrousel du Louvre, décerné en son temps à Rodin. Certaines de ses œuvres se vendent aujourd'hui plus de 30 000 €. Mais le Tareles, emblème du Berlin alternatif, est aujourd'hui en danger. Une banque a racheté l'immeuble. Elle veut expulser les artistes et détruire l'édifice pour le rénover. Ces 25 000 mètres carrés, en plein centre-ville, pourraient rapporter plus de 30 millions d'euros à la banque. Les nouveaux propriétaires prennent peu à peu possession des lieux. La banque, il y a quelques mois,
c'est très récent, a construit un mur dans la nuit. Hein, on s'en a aperçu le matin, je pense qu'ils ont construit ça de 5h du matin à 7h du matin. Ils nous ont bloqué l'accès à la cour. C'est une cour énorme, où il y a un jardin énorme, où il y avait plein de cafés, où les gens faisaient la fête. Et la banque, ils veulent récupérer tout le Taralès et aussi la cour, le derrière. Ils ont bloqué avec ce mur, justement. Hein, comme quoi, les murs... Hein, un nouveau mur à Berlin, là. Ouais, c'est un nouveau mur à Berlin, exactement. Il est petit, mais il veut dire beaucoup de choses. Il veut dire on bloque une certaine idéologie, une certaine liberté. Donc, et en plus, c'est un mur qui est fait pour dire allez-vous-en, nous investissions les lieux. Et en plus, ils ont payé des gens de la sécurité pour un peu impressionner, hein, pour nous impressionner, pour pas qu'on aille derrière et tout ça, hein, comme une petite menace qui pèse sur nous, voilà. Alors pour répondre à la menace, les artistes s'organisent. Aujourd'hui, ils préparent une démonstration de force. Objectif, prouver à la banque leur détermination et montrer qu'ils sont soutenus par les touristes et les Berlinois. C'est incroyable qu'ils veuillent tout détruire. Je ne sais pas ce qui leur prend de vouloir construire une putain de banque ici. Je pense qu'ils devraient fermer les banques et laisser le Tarelès ouvert. Nous exigeons que le Tarelès continue d'exister. Là où il y a une volonté politique, il y a une solution financière. Plusieurs centaines de personnes sont venues soutenir les artistes. Le cortège reste très bon enfant. C'est pas agressif, on rentre pas dans le... La banque est agressive avec nous, en ce moment, depuis quelques mois. Hein, ils proposent des trucs tout à fait bizarres, de l'argent pour qu'on parte, tout ça. Pour moi, c'est une forme énorme d'agressivité. Hein, et ben nous, non. Si ce squat emblématique est menacé, c'est à cause de la flambée des prix de l'immobilier. Plus 10% chaque année. Car Berlin est de plus en plus attractif pour les investisseurs européens. Devant un hôtel du centre-ville, Arnaud, l'agent immobilier, a rendez-vous avec un client français. Nicolas, 30 ans, veut acheter un appartement pour le louer et peut-être un jour y habiter. Il ne s'est libéré que pour une seule journée et repart à 18h. Un marathon d'une douzaine de visites s'engage. C'est l'immeuble vert où il y a l'échafaudage. Pour trouver son 3 pièces, Nicolas dispose d'un budget de 250 000 €. Une somme confortable pour Berlin, mais qui ne lui permettrait pas d'investir à Paris. J'aime beaucoup Paris, mais c'est un peu trop cher à mon goût et par rapport à mes capacités. Donc là, aujourd'hui, on peut s'acheter des biens de qualité qui viennent d'être rénovés à Berlin, donc à des prix abordables. Ici, je peux acheter un 3-4 pièces pour le prix d'un studio à Paris, quoi. L'immeuble, ça me plaît pas mal. Je le garde dans la liste des biens potentiels. Comme ce client, Arnaud reçoit chaque semaine une dizaine d'acheteurs français venus pour une journée express de visite à Berlin. La majorité d'entre eux cherchent un investissement locatif. Ils viennent profiter d'une rentabilité locative de 5%, alors qu'elle est souvent presque nulle en Île-de-France. Une belle petite terrasse, orientée sud. Qu'est-ce que vous en pensez? Petit coup de cœur? Moi j'aime bien, Après une quinzaine de visites, Nicolas semble intéressé par ce 3 pièces de 92 mètres carrés, avec parquet et terrasse. Vendu 270 000 €. Pas trop fatigué? Un peu, ça va. 17h, fin de la journée marathon. Alors, qu'est-ce qui en sort de cette visite? Il y a 3-4 appartements qui m'ont bien plu. Le dernier appartement m'a pas mal plu, ouais. Le dernier appartement m'a pas mal plu, donc il faut que je réfléchisse. C'est un peu au-delà du budget que je m'étais fixé au départ. Mais il faut que je regarde aussi comment je pourrais louer un tel bien. Donc je vais me renseigner et puis je vais prendre une décision assez rapidement.
Si le client d'Arnaud décide finalement d'acheter l'un de ses appartements, il devra lui verser une commission. Sur une telle vente, Arnaud touchera entre 10 et 15 000 euros. À la vôtre, à l'équipe, à Danimo. Modélia, l'étudiante française, cherche elle aussi un logement, mais en colocation. Elle a visité une dizaine d'appartements différents et elle est tombée sur certaines annonces plutôt surprenantes. C'était une colocation de 4 jeunes filles et où clairement une d'entre elles m'a dit que leur mode de vie ne plaisait pas à tout le monde. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois par semaine, elles invitaient des garçons dans leur appart. Et pour être clair, ils faisaient une partouze tous ensemble dans le salon. Donc j'ai dit non. Mais Modélia a fini par trouver. Elle emménage ce matin à Schönberg, le quartier des universités. Elle a récupéré toutes ses affaires à l'hôtel. Avec ses 2 sacs et sa grosse valise, c'est une expédition. Des cloques, hein. On y est dans même pas 10 mètres. Et je crois que c'est les derniers mètres qui sont toujours les plus durs. Et là, c'est vraiment très dur. Vraiment. Quasiment 1 heure pour venir. Donc là, en plus, ça va être 3 étages sans ascenseur. Donc ça va être encore une partie de plaisir. Elle n'est pas là. Donc je vais rentrer mes affaires toute seule. Vous êtes que 2 ? Oui, c'est une colocation à 2 personnes. Donc, ouais. C'est une fille de mon âge et tout. Donc je suis vraiment bien tombée. Elle va payer 260 € par mois pour une chambre dans ce 3 pièces de 50 mètres carrés. Voilà ma chambre. C'est assez rudimentaire, mais c'est à moi de l'aménager aussi. Donc pendant 3 mois, ça va être mon chez-moi. Enfin installée, Modélia va pouvoir commencer sa vie d'étudiante à Berlin. Le soir même, elle participe à sa première soirée Erasmus. L'occasion de rencontrer d'autres étudiants étrangers. Les nouveaux arrivants comme elle doivent aussi y trouver leur buddy, une sorte de tuteur pour la vie berlinoise. Nos buddies, c'est quoi ? C'est nos parrains ou marraines qui doivent donc nous parrainer à la fac, nous aider en cas de problème, nous faire découvrir Berlin. Mais la recherche s'avère plus compliquée que prévu. Modélia est un peu perdue. Where do I find my buddy? Tu connais son nom? Yeah, Janice, but Janice. Janice. Yeah. Écoute, je sais pas si elle est là. Bon, si t'as besoin d'un buddy, on n'a qu'à dire que c'est ce gars-là. Elle ne trouvera jamais ce fameux parrain censé l'aider à Berlin. Mais elle va croiser beaucoup d'autres Français, dont Gauthier, l'étudiant fêtard. Comment tu t'appelles? Modélia. Modélia. Ouais. Et aussi de jeunes parisiennes, déjà très intégrées. Les Allemands, ils sont géniaux. Beaucoup plus gentlemen que les Français, parce que les Français, sont super sympas. Alors que les Allemands, les French, ils adorent. Quand tu parles allemand avec l'accent français, ils te regardent avec des grands yeux, genre waouh. C'est l'amour, ouais. En quelques minutes, Modélia a constitué son petit groupe. La soirée est lancée. À Berlin, les bars n'ont aucun horaire de fermeture légale. C'est aussi ce que tous ces étudiants apprécient. C'est vrai qu'on sort pas mal. En fait, il y a vachement de jeunes ici. On cherche plus ou moins toute la même chose, à savoir s'amuser et danser, quoi. Il y a juste des jeunes, mais partout, quoi. Il y a juste trop de jeunes, quoi. C'est notre Woodstock, quoi. Et l'ingrédient essentiel de leur Woodstock à Berlin, c'est la bière. Après les bars, on peut en trouver 24 heures sur 24 dans les épiceries de ce genre. Mais ici, clairement, on boit tous de la bière. Que ce soit le lundi matin à 8h dans le métro ou le samedi soir à 23h dans le métro. Il y a de la bière partout, de toute façon. 1 € les 2 bières. Folie. Folie. Modélia, elle, n'aime pas la bière et elle est plutôt réservée. Mais elle décide de suivre le rythme. Cette première soirée berlinoise bouscule ses habitudes. C'est aussi pour ça qu'elle a quitté Nancy. La différence entre Nancy et Berlin, c'est sûrement les gens. Parce que ici, on n'est pas jugé, c'est vraiment assez libre. L'ambiance n'est pas la même et il n'y a rien à comparer en fait. Rien du tout.
Je suis vraiment contente pour le moment et je pense que ce sera le même discours dans 3 mois, donc voilà. La soirée se terminera bien plus tard dans un club à la mode. Modelia semble vite s'acclimater aux habitudes berlinoises. Le lendemain matin, après un réveil difficile, Modelia part suivre son tout premier cours à l'université de droit et d'économie de Berlin. Margot, une autre étudiante française arrivée plus tôt, l'accompagne et la guide. Ils vont te donner plein de petits papiers à remplir. De l'excitation et de découvrir autre chose, un autre système aussi, parce que le système français, à force, on le connaît bien, puis on en a un peu marre parfois. Donc là, ça fait du bien d'avoir autre chose en fait. 24 heures de cours par semaine, pendant un semestre, c'est beaucoup moins que dans son école de commerce française. Au programme ce matin, des leçons de communication. La classe n'est pas réservée aux étudiants germanistes. D'ailleurs, le cours est en anglais. Aujourd'hui, nous allons parler publicité. D'abord, je vais vous faire une petite présentation. Même si les horaires sont allégés, la classe est presque vide. Parmi les étudiants français, Modelia et Margot sont les seuls à être présentes en cours. Ils sont tous vos camarades français? Ils dorment. Ouais, ils dorment. Ils ont eu la flemme de venir. Et ils ont bien eu raison d'ailleurs. Je sais que pour mes parents, l'Allemagne, c'était le côté rassurant parce que c'était strict et tout ça. Mais en fait, heureusement que je leur dis pas comment ça se passe réellement à la fac. C'est trop tard. Parce que... Ouais, enfin voilà. Comment on va nous retrouver avec des acouphènes, une cirrhose du foie. Tatoué de partout comme tu disais devant Berghain, décoloré, shooté à mort. C'était bien. Oh, ouais. Trop cool. J'ai passé 6 mois d'enfer. Ce séjour à Berlin va certainement transformer Modelia. Elle a eu le coup de foudre pour cette ville et pense bien revenir y vivre à la fin de ses études, d'ici 3 ans. Elle n'est pas la seule. Attirée par l'ambiance de fête permanente et une vie très bon marché, 30 000 Français vivent aujourd'hui à Berlin et dans sa région.